Je suis arrivée au Canada en 1989, donc il y a 30 ans. J'ai eu 30 ans au mois d'août l'année passée. Depuis que je suis arrivée au Canada, c'est vrai, j'étais jeune, mais j'avais beaucoup d'énergie. J'étudiais à l'Université Laval et déjà là, je m'impliquais dans les organisations académiques, dans les organisations culturelles. Moi, je suis gestionnaire dans le domaine de l'évaluation. Ça fait très longtemps que je suis à Ressources naturelles Canada, mais quand même, j'ai travaillé dans plusieurs ministères. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval, en baccalauréat en sciences de la consommation, une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Maintenant, je fais un doctorat en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais, où j'étudie la responsabilité sociale des entreprises. Donc, j'étudie les politiques canadiennes de responsabilité sociale des entreprises pour les compagnies extractrices, les mines et les minerais et le pétrole à l'étranger. Donc, je regarde qu'est-ce que le Canada fait pour que les entreprises canadiennes se comportent de façon responsable quand il fait l'exploitation des minerais à l'étranger. J'étais chanceuse en 2018. On m'a approché pour être candidat pour justement les élections provinciales de 2018. Et évidemment, j'avais aucune idée comment on devient député, malgré mon implication dans la communauté, mais j'avais pas encore pensé que je pourrais devenir politicienne dans la vie active. Mais finalement, je me suis dit, c'est très important que les pancartes dans l'Outaouais montrent la diversité de notre société, montrent la diversité de notre région. Et j'ai dit oui, donc j'ai embarqué et l'expérience était fantastique. Alors, vous voyez, quand on s'implique en politique, après la campagne qui était très, très, très chaude et qui était très, très inspirante et qui était une expérience sincèrement fantastique, quand on ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale à Québec, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai appris beaucoup, j'ai aimé les gens avec qui j'étais, j'ai aimé la discussion, j'ai aimé le fait qu'on soulevait les enjeux qui touchent toute la communauté, mais aussi qui touchent les communautés noires, mais qui touchent aussi toute la société. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et moi, l'idée qui est venue, c'était de dire, écoutez, j'appartiens quand même à une communauté qui n'est pas très impliquée politiquement. Ce serait très intéressant de créer un organisme qui va sensibiliser les membres de la communauté, mais aussi sensibiliser la société et les partis politiques et les gouvernements sur l'absence de la représentativité des personnes noires au niveau politique, mais aussi au niveau institutionnel, c'est-à-dire les sociétés d'État. Alors, c'est comme ça que j'ai créé Leaderpol et que j'ai demandé aux gens qui étaient autour. En fait, la majorité de ces gens-là, ce sont les gens qui m'avaient aidé pendant la campagne. Je me suis dit, je pense qu'on peut faire quelque chose qui va aider les autres par la suite. Pour le moment, ce que nous faisons, nous sensibilisons beaucoup. Un bel exemple, nous avons fait le lancement en 2019. En juin, nous avons travaillé avec la Commission canadienne de l'UNESCO. Ils nous ont soutenus. On a fait un lancement, nous avons expliqué les problématiques qui sont autour de la représentativité des personnes noires par rapport à la décennie proclamée pour les personnes d'ascendance africaine. Donc, nous avons fait le lien de montrer comment, si nous ne sommes pas là, et la décennie en parle aussi, si nous ne sommes pas là en termes de représentation politique, ça ne va pas faire un changement, ça ne va pas faire une mutation, ça ne va pas faire une transformation
transformation. On a organisé un débat des candidats dans la région ici qui impliquait tous les partis politiques et où on débattait des enjeux noirs. On avait des questions, je pense que vous étiez là aussi, on avait des très belles questions qui regardent la représentativité, qui regardent la représentativité, c'est-à-dire positive et la représentativité aussi négative, le fait que les communautés noires soient représentées dans le système criminel, le fait que nous ne soyons pas en fait représentés dans le système de la magistrature. Même au niveau canadien, la Commission canadienne de la magistrature, on leur a demandé les chiffres pour savoir combien de juges noirs qui sont au Canada. Ils ne sont pas capables de donner les chiffres et les médias le montrent très bien, les recherches le montrent très bien. On n'est pas bien représenté au niveau de la magistrature. On n'est pas non plus bien représenté au niveau des sociétés d'État, au niveau leadership, c'est-à-dire des leaders, au niveau des conseils d'administration, au niveau des PDG. Les personnes noires sont pas, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit aussi au niveau municipal. Par exemple, à Gatineau, au mois de l'histoire des Noirs, celui-ci cette année, on a organisé une activité où on a démontré qu'à la ville de Gatineau, au niveau des comités, il y a absence, 0 personnes issues des communautés noires dans les comités et commissions. Il y a pas de conseillers issus des communautés noires. Donc, il y a quand même du travail de sensibilisation à faire. La représentation viendra des deux côtés, c'est-à-dire que les membres des communautés noires doivent participer, doivent s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau Québec, que ce soit dans les autres provinces. Ils doivent s'intéresser à ce qui se passe à la colline du Parlement, quel type de politiques sont mises de l'avant, quel type de projets de loi sont présentés. Ils doivent s'intéresser à leurs députés. Ils doivent s'intéresser à leur conseiller municipal. Combien connaissent leur conseiller municipal? Des fois, on connaît notre député, mais connaissons-nous notre conseiller municipal? Qu'est-ce que nous connaissons de notre ville? Il faut s'impliquer dans notre ville, dans notre quartier. Combien de membres de notre communauté sont membres des associations de quartier? Ces milieux-là existent. Donc, de ce côté-là, c'est notre responsabilité. Mais il y a l'autre côté aussi, l'autre côté des partis politiques. Quand les partis politiques choisissent les candidats, est-ce qu'il y a moyen de penser à la diversité? Parce que notre société est diversifiée. Donc, il faut nommer des candidats qui sont issus et des communautés noires, mais aussi des autres communautés et aussi de toute la société. Mais il faut que ça soit diversifié parce que c'est comme ça qu'on fait les politiques qui représentent le Canada. C'est une très bonne question, hein? Et il faut oser parler de ces questions-là, c'est très important. Mais quand on en parle, il faut savoir de quoi on parle, c'est aussi très important. Pour moi, la discrimination, ça veut dire que j'ai voulu avoir un service, où j'ai voulu avoir un avantage, où j'ai voulu aller quelque part et que du fait que je sois noire, j'ai pas pu avoir le service, j'ai pas pu avoir l'avantage ou j'ai pas pu aller accéder à quoi je voulais accéder. Ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, ce que moi je dis, c'est que de par ma couleur, j'ai quand même eu des commentaires. C'est sûr et certain. Dans les 30 années que je suis ici, j'ai eu plusieurs commentaires. Souvent, ce sont des commentaires maladroits. Par exemple, ça se passe pas comme ça au Québec. Ou, oh, vous parlez québécois. Je trouve ça assez dommage quand on a un commentaire comme ça, mais moi j'appelle ça être maladroit. Alors, comment je fais quand j'ai des commentaires comme ça? Évidemment, la première chose que je fais, je me dis, il faut d'abord voir si je suis en sécurité, que la situation n'est pas problématique. Et quand je vois que tout est beau, que la personne est gentille, que je m'approche, je dis, ah, ok. Moi, je pensais que c'est comme ça que ça se fait, que nous le faisons au Québec. Et tu viens de désamorcer complètement la situation. Et la personne qui t'a dit, je savais pas que tu parlais québécois, je dis, ben moi non plus, je savais pas que tu parlais québécois. Ben nous parlons tous québécois. Et on sourit et on désamorce la situation et on vient de dire à la personne, vous savez quoi, nous sommes tous québécois, nous sommes au même niveau. Il faut s'assurer que quand même on puisse un petit peu sensibiliser, un petit peu éduquer la personne pour lui dire, tu sais, ce que tu viens de me dire, c'était pas gentil, c'était pas correct, mais tu ne le faisais pas de façon méchante.
Je dis souvent à mes amis que être exilé d'une guerre, c'est comme si vous partiez, vous et vos enfants, à Cuba, Varadero, pour se cacher un peu de l'hiver, prendre un peu de soleil et que vous ne reveniez plus, que vous deviez prendre place là-bas. Imaginez-vous, vous laissez tout le monde en arrière, vous laissez votre milieu de vie là-bas, donc vous restez là. Alors comment j'ai vécu ça? Moi, comme j'ai dit tantôt, je m'adapte facilement. J'ai vu que le retour était impossible. Alors, j'ai commencé à chercher du travail pour de bon. J'ai commencé à travailler. Mais la période de la guerre, c'était un moment extrêmement difficile. Surtout pour, aussi, d'ailleurs, j'allais dire surtout, là, j'allais dire aussi pour les gens qui ne sont pas là en train de vivre la guerre de façon physique. On vit la guerre aussi de façon psychologique. Parce qu'on est impuissant. C'est la chose la plus extrême, parce qu'on est impuissant à ce que nous voyons. On voit tout dans les médias. Souvent, quand on vit ces moments-là, on regarde la télévision, on regarde les médias. Toute personne qu'on voit qui fuit, on vérifie si ce n'est pas notre maman, si ce n'est pas notre frère, si ce n'est pas notre cousin. On vit dans l'inquiétude, on regarde. Mais on n'y peut absolument rien. Alors, quand on sait qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, et qu'on le voit pire que ça à la télévision, c'est horrible. C'est très, très, très difficile. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Maintenant, quand la guerre avance et qu'on sait que dans nos familles, ma sœur, mon frère, mon cousin sont dans les camps des réfugiés parce le territoire n'était plus vivable, ça c'est encore difficile parce que chaque fois qu'on mange le pain le matin, on se dit, je mange tout le pain, mais la moitié, j'aurais aimé le donner à ma famille qui est dans le camp des réfugiés. Mais moi, j'y retourne pour visiter ma mère est encore là. J'y retourne et je regarde, j'observe, ça fait de la peine et je reviens, c'est comme ça. Moi, je dirais que c'est une bénédiction de vivre dans un pays où je peux m'exprimer comme nous sommes en train de le faire sur tous les sujets de façon respectueuse. Où on sait que les droits humains, il n'y a jamais rien de parfait, mais où nous savons que fondamentalement, nous avons des institutions qui protègent chaque personne qui est sur le sol canadien. Maintenant, étant la personne qui suis née sur le continent africain, du Rwanda, je me dis qu'est-ce que je peux faire comme personne ressortissant du Rwanda pour pouvoir donner espoir aux gens qui vivent dans ces pays. Alors, à chaque fois que je parle à quelqu'un, à chaque fois que je pose un geste, je me rappelle que moi, j'ai cette chance-là de vivre dans un pays de paix et je leur donne espoir. Je leur dis, vous savez, quand on persévère, on y arrive.